Hello! Nous sommes jeudi 29 janvier et j'introduis ce carnet de lecture. Je l'ouvre tout juste puisque j'ai rendez-vous là, je suis attendue, il est 17h58, j'ai rendez-vous à 18h donc je me dépêche. Toujours est-il que vous pouvez vous installer bien confortablement et on est parti pour une petite demi-heure de blabla livresque. Hello, nous sommes jeudi 30 janvier et après cette très courte introduction un peu rapide, je viens enfin vous prendre en vidéo et je viens vous parler lecture bien sûr. Je n'ai pas arrêté de la matinée, je pensais avoir le temps de me poser pour finir ma lecture papier en cours, mais en fait ça n'a pas été possible du tout. J'ai un bébé un petit peu grognon ce matin, donc c'était un peu compliqué de faire autre chose que de m'occuper d'elle à plein temps et à la bercer et compagnie, donc tant pis, ce sera pour plus tard, c'est tout. Bref, toujours est-il que ma lecture papier en cours, c'est celle-ci. Les héritières de Love and Off, c'est le tome 3 et dernier tome de la trilogie écrite par Corinna Baumann. Et donc le titre, c'est La promesse de Solveig. Et ça fait longtemps que j'ai commencé cette trilogie. Elle traîne depuis au moins 2 ans dans ma palle, donc c'était l'occasion ou jamais de terminer tout ça. Pour tout vous dire, j'ai même dû lire un résumé spoilant du 2e tome parce que j'avais pas tous les éléments en tête avant de commencer le 3e. Donc bon, chose à ne pas refaire je pense, si je dois avoir quelque chose en tête pour les prochaines trilogies, c'est de ne pas les faire traîner comme ça, parce que bah, après on n'a plus tout en tête et c'est un peu compliqué. Donc bon, bref. Toujours est-il que dans cette trilogie, on suit plusieurs générations de femmes qui sont de la même famille. Donc vous avez, parce que je vous ai tout sorti tant qu'à faire, hein, vous avez le premier tome qui s'appelle Le choix d'Agneta, et donc dans ce premier tome, on va suivre la vie d'Agneta, qui est une jeune femme que l'on découvre en 1913 à Stockholm, où elle fait des études d'art. Et suite à un drame familial, elle va devoir retourner à Lovenhof, qui est un haras, le haras familial, et elle va devoir reprendre les rênes de ce haras. Bien évidemment, elle n'avait pas forcément ça en tête comme vie et comme carrière, puisque elle, ce qu'elle voulait, c'était vivre de sa peinture, donc on n'en est pas du tout là. Mais elle va prendre un petit peu en main ses responsabilités et elle va reprendre le domaine. Et dans ce tome-là, il se passe énormément de choses. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, ce premier tome. Ça a vraiment été une excellente lecture pour moi, notamment parce que le personnage principal d'Agneta est une héroïne très charismatique, très forte, très attachante. Et il lui arrive plein de choses, mais du coup on suit avec délectation tout ce qui lui arrive et on est plongé avec elle au cœur de Lovenhof, au cœur de la Suède, dans les années de la première, enfin en gros de la Première Guerre mondiale. Hein. Voilà, donc ça c'est le premier tome que j'avais adoré. Ensuite vous avez le second tome qui est donc Le secret de Mathilda. Donc là, on va suivre plutôt... Alors, on continue à suivre Agneta, mais on va suivre également Mathilda, qui est une descendante plus ou moins proche, enfin une parente, on va dire, de Agneta. Je vous en dis pas plus parce que je vais pas vous spoiler, mais qui est une parente d'Agneta. Et donc Mathilda, en fait, on va suivre un petit peu toute sa vie. Elle va être également dans l'obligation de revenir à Lovenhof et on va suivre un peu toutes ses péripéties à Lovenhof. C'est un tome que j'ai moins apprécié que le premier parce que, pour le coup, là encore, c'est lié à l'héroïne. Hein. Mathilda est pour moi une héroïne moins intéressante et moins marquante qu'Agneta. Je trouve qu'elle est moins charismatique, qu'elle est parfois un petit peu naïve et du coup j'ai un peu moins apprécié ce tome-là du fait du personnage principal. Ça n'empêche que j'avais quand même très envie de découvrir le 3e tome et je me suis donc plongée récemment dans la lecture de cette brique. Comme vous pouvez le voir, il me reste 100 pages et donc dans ce roman-là, on fait un bond dans le temps puisque on rencontre Solveig en 1967. Et donc Solveig, c'est une
c'est la fille de Mathilda, tout simplement, et on va, du coup suivre un petit peu, ses péripéties et ce qui est assez intéressant, dans ce tome-là, c'est qu'en fait, Solveig, elle frôle un peu avec la modernité, là où, Lovenhof est un haras familial qui est plongé un peu dans les habitudes, ancestrales, dans l'étiquette, dans les habitudes de la noblesse, ce genre de choses. Elle flirte plus avec la modernité et elle a envie de faire passer le haras familial dans un autre millénaire, dans un autre siècle, et elle veut faire avancer les choses. Euh, Surtout que, pour ne rien vous cacher, et c'est surtout là-dessus que va se concentrer ce troisième tome, le haras familial connaît des difficultés financières et forcément, ils ont besoin de se renouveler un petit peu. Et c'est en ça que Solveig va être intéressante parce qu'elle va vraiment prendre les choses à bras-le-corps. Elle va gérer le haras familial comme il n'a jamais été géré, tout simplement. Et pour le coup, écoutez, il me reste 100 pages. Donc j'attends de voir, mais pour le moment, c'est une lecture que j'ai bien aimée. Alors, je ne l'ai pas autant aimée que le premier tome. Je pense que pour moi, le premier tome restera mon tome préféré parce que vraiment, encore une fois, Agneta, c'est vraiment l'héroïne qui a un petit peu mon coup de cœur, qui est très charismatique et qui restera cette héroïne coup de cœur. Mais je trouve que le troisième tome est au-dessus le deuxième en termes de qualité parce qu'on est sur quelque chose qui est un peu différent de ce qu'on peut avoir dans les deux premiers tomes. On est sur une histoire un peu plus moderne, on n'est plus dans l'entre-deux-guerres ou dans les guerres, et ça change un peu et ça se ressent vraiment. Et c'est assez intéressant de voir comment Solveig compte moderniser le haras familial et comment elle compte aller de l'avant. Euh, donc voilà, enfin bref, pour le moment c'est plutôt une bonne lecture. Je trouve quand même que on est sur un roman qui fait 600 pages, un peu plus de 600 pages. Du coup, parfois, il y a quelques longueurs, mais c'est ce que j'avais aussi reproché dans le deuxième tome. Autant ça me l'avait pas trop fait dans le premier, mais dans le deuxième tome et dans le troisième, je trouve qu'il y a quand même quelques longueurs. Là, le troisième tome, il est divisé en 4 parties. Sur la première partie, c'est pas très très long parce que ça s'enchaîne assez vite et pour le coup, il y a plein de choses que j'avais pas vu venir et qui m'ont assez surprise. Donc très bonne première partie, très bonne partie introductive. Sur la deuxième et troisième partie, bon, il y a un petit peu plus de longueur et je pense qu'on aurait pu aller un peu plus droit au but, entre guillemets, au niveau de l'intrigue. Donc je vais voir. Là, bon, il me reste 100 pages. J'avoue que je suis assez curieuse de ce qui va se passer dans ces 100 dernières pages parce que pour moi, on a résolu quand même une grosse partie de l'intrigue, entre guillemets, enfin si on peut appeler ça une intrigue, mais il y a pas mal de choses qui se passent dans ce roman et tout a été plus ou moins résolu. Donc je ne vois pas très bien ce qui va se passer dans les 100 dernières pages et dans cette quatrième partie parce que je pense que j'arrive... il me semble que j'arrive sur la quatrième partie. Ou alors je l'ai commencé. Ah, je l'ai peut-être commencé. J'ai peut-être débuté la quatrième partie, ouais. Mais bon, du coup, je vois pas très bien ce qui va se passer dans cette quatrième partie. Donc, j'avoue que je vais me laisser un peu guider. Et on verra. Et je viendrai vous donner mon avis final sur cette petite brique que j'espère finir d'ici ce soir ou demain quand même. 100 pages, je me dis, allez, ça peut se faire. Côté lecture audio, je suis en pleine redécouverte de La plume de Henri Lovenbruch. Je viendrai vous en reparler quand j'aurai terminé le deuxième roman que je suis en train d'écouter de cet auteur-là. Il me reste 2 heures d'écoute. En toute honnêteté, je pense que d'ici cette nuit, c'est sera fini. Je pense même d'ici ce soir. À voir, mais j'ai 2-3 trucs à faire cet après-midi. J'ai une nuit hachée qui m'attend, donc potentiellement, je pense que d'ici demain matin, ce sera un livre qui sera terminé. Et je pourrais venir vous en reparler parce que honnêtement, on est sur une excellente surprise. Excellente surprise. On est sur 2 excellentes surprises parce que pour tout vous avouer, et pour tout vous expliquer, j'ai donc lu 2 romans, enfin j'ai écouté 2 romans d'Henri Lovenbruch en un temps record, clairement, parce que je pensais vraiment pas écouter aussi rapidement ces deux romans, et il faut absolument que je vous en parle. Donc je termine ça et je viens vous en reparler parce que vraiment ça vaut le détour.
Sur ce, je vais vous laisser là. Je vous reprends un petit peu plus tard. J'espère pouvoir vous reprendre rapidement demain pour vous parler de mes lectures. Sinon, ça devra attendre le début de la semaine prochaine puisque nous avons un week-end assez chargé en perspective étant donné que nous fêtons les 3 ans de notre petit garçon. Donc voilà, on a pas mal de choses de prévues, on a du monde chez nous, voilà, bien évidemment on va fêter ça, donc ce sera très probablement en début de semaine prochaine. Mais pour vous, ce sera très bientôt. Vous n'allez même pas vous en rendre compte. Hello, je vous prends rapidement, très rapidement, puisque nous sommes attendus ce midi pour déjeuner, donc je vous prends très vite, juste pour vous donner mon avis final sur cette petite brique que j'ai terminée. Donc, les 100 dernières pages, eh bien écoutez, ça n'a pas forcément changé mon avis, pas plus que ça. J'ai été assez surprise de la tournure que prenait la romance dans ces 100 dernières pages. J'avoue que je ne m'attendais pas forcément à ça. En toute honnêteté, je trouvais que c'était pas forcément nécessaire. Je vais pas vous dévoiler ce qui se passe réellement parce que ce serait vous spoiler pour pas grand chose, mais en toute honnêteté, je ne vois pas très bien ce que ça apporte à l'intrigue. J'ai un peu l'impression que l'autrice a voulu placer cet élément un peu qui vient bousculer un peu la romance juste pour rajouter un peu des pages. Et bon, pour moi, c'était pas forcément nécessaire. Je suis pas forcément très alignée avec ce qui se passe dans cette romance, mais bon, ça ne change rien à la qualité de cette trilogie que j'ai beaucoup aimée. Au global, quand on prend un peu de recul par rapport aux 3 livres, je trouve que c'est quand même une trilogie extrêmement qualitative. On est vraiment sur une saga familiale historique qui est plaisante à suivre, plaisante à lire, et même si il y a certains tomes qui, à mon sens, sont un peu en deçà, ça n'empêche que voilà, le premier tome reste quand même très très bon, et les 2 autres se laissent lire sans difficulté et sont très agréables aussi à lire. C'est juste que pour moi, ils sont un peu en dessous en termes de qualité par rapport au premier. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur cette trilogie et sur ce 3e tome, ce qui me permet de clore enfin une trilogie et une saga, donc ça c'est plutôt cool. D'ailleurs je vous ferai très prochainement une vidéo saga en cours 2025 puisque vous aviez bien apprécié l'édition 2024, donc je vous ferai l'édition 2025, mais je vais attendre je pense mars-avril pour avancer un peu dans mes différentes lectures et potentiellement avancer un peu dans mes séries et mes sagas en cours. Mais voilà, ça me permet de clore cette trilogie. Je ferai un petit récap, je pense, sur Instagram sur cette trilogie également, mais très bonne trilogie de mon côté. Bref, je viendrai vous reparler de mes autres lectures. J'ai un retour à vous faire sur mes 2 dernières lectures audio qui ont été des lectures coup de poing, donc j'ai vraiment hâte de vous en reparler. Mais je viendrai vous en reparler quand j'aurai un petit peu plus le temps devant moi. Là, ça va être un petit peu tendu en termes de timing. Donc, eh bien écoutez, je vous reprends plus tard. Hey, je vous prends rapidement tout simplement pour vous parler un peu de ma lecture audio, puisque j'ai repris une nouvelle lecture audio et je suis plongée dans un roman de fantasy young adulte je pense, qui s'appelle The Foxglove King. Et donc c'est le premier tome d'une saga, d'une trilogie de fantasy, et franchement pour le moment je suis agréablement surprise. J'avoue que bah, je découvre un peu l'univers de la fantasy, et, euh, et je trouve que bah, plus ça va, plus j'apprécie vraiment ce genre. Donc c'est plutôt bien parti en tout cas pour cette trilogie. On va voir sur le long terme, parce que bon, on est quand même sur une lecture audio qui fait 14 heures. Donc là j'ai écouté 4 heures je crois à peu près. Mais c'est vrai que pour le moment c'est vraiment très sympa. Et donc dans cette histoire en fait on est un peu dans la cour de Versailles, on va dire. C'est une cour très tape à l'œil, très
très dans l'abondance, dans le faste, dans le luxe comme ça. Donc c'est une cour royale et donc vous avez, toute une intrigue autour des nécromanciens et donc voilà, il y a de la magie, il y a tout ça, mais c'est vraiment, plutôt pas mal. Alors j'ai l'impression qu'on est un peu sur de la romantaisie quand même, parce que je vois dessiner une petite romance là qui commence à s'installer. Mais ça reste quand même globalement, en tout cas pour le moment, agréable. Enfin, ça prend pas non plus une part très importante dans le récit. Il y a beaucoup de complots, de trahisons, d'intrigues, au niveau de la cour, donc c'est surtout ça qui prend le dessus pour l'instant et c'est pas forcément la romance. Ce qui me va bien, je vais pas vous le cacher. Mais voilà, donc je viendrai bien évidemment vous en reparler, mais pour le moment, c'est une très chouette découverte. Et je vous reprendrai probablement demain, pour, vous parler donc des 2 dernières lectures audio que j'ai faites qu'il faut absolument, enfin franchement ça fait 3 plombes que je vous dis qu'il faut que j'en parle et je vous en parle pas, donc il faut vraiment que je me pose pour le faire. Et je veux également vous parler de ma dernière lecture papier parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour ma dernière lecture papier et je pense que c'est d'ailleurs mon premier coup de cœur de l'année 2025, donc c'est plutôt chouette de voir que ça arrive plutôt tôt dans l'année et pas au mois de novembre. Donc c'est top parce que finalement les lectures que j'ai faites au mois de janvier, il y avait pas non plus de grosses très bonnes surprises, mis à part peut-être le Michael McDowell, mais je m'attendais quand même à apprécier, donc ça n'a pas été une grosse surprise par rapport à ça. Donc je suis très contente d'avoir eu ce premier coup de cœur de 2025 et je viendrai vous en reparler. Bref, sur ce, je vous laisse, je vais récupérer mon bébé et puis je vous reprends plus tard. Dernière séquence vidéo de ce carnet de lecture, je vais le clore maintenant pour pouvoir vous le monter et vous le publier demain. Nous serons donc le jeudi 6 février. Donc voilà, comme ça vous aurez le carnet de lecture en temps et en heure. Avant de le clore, j'ai quand même 3 avis de lecture à vous faire quand même, hein, je vais pas vous laisser comme ça. 3 avis de lecture sur des romans qui ont été des très 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 bons romans pour moi, vraiment des très très bonnes lectures. Je vous en avais un petit peu parlé, les 2 premiers romans dont je voulais vous faire un retour, ce sont 2 romans écrits par Henri Lovenbroek que j'ai eu l'occasion d'écouter à l'audio et franchement je suis hyper contente de ça, d'avoir pu les écouter. D'ailleurs je remercie Ned Gallet pour m'avoir permis d'écouter Pour ne rien regretter, qui est le 2e livre dont je vais vous parler. Donc je vous en ai déjà un petit peu parlé, il me semble, dans les rushs précédents, je crois, mais j'ai décidé d'écouter Nous rêvions juste de liberté avant Pour ne rien regretter, qui sont 2 romans écrits par le même auteur, Henri Lovenbroek, et qui sont 2 romans qui se passent dans la même ville, Providence, qui est une ville inventée de toutes pièces par l'auteur. J'ai décidé de les lire, de les lire l'un à la suite de l'autre parce que nous rêvions juste de liberté a été publié chronologiquement avant Pour ne rien regretter, et donc l'histoire qui se passe dans Nous rêvions juste de liberté se passe chronologiquement avant celle de Pour ne rien regretter. Si vous souhaitez lire les deux, j'aurais tendance à vous conseiller de le lire dans cet ordre-là, donc Nous rêvions juste de liberté avant et ensuite Pour ne rien regretter. Si vous voulez en lire qu'un seul, parce que vous allez voir que les histoires sont complètement indépendantes l'une de l'autre et n'abordent absolument pas les mêmes thématiques, vous pouvez complètement le faire. C'est-à-dire que même si vous voulez lire juste Pour ne rien regretter, vous allez pouvoir comprendre l'intégralité de l'histoire sans avoir lu Nous rêvions juste de liberté avant. Moi, je suis très contente d'avoir découvert les deux parce que, effectivement, ce sont 2 histoires qui n'ont rien à voir, mais il y a quand même des personnages en commun avec les 2 histoires j'ai bien aimé en fait, hein, j'ai bien aimé cette immersion totale dans la ville de Providence et vraiment, je pense que je vais me souvenir pendant très longtemps de ces 2 lectures. Je suis très contente parce que j'avais eu l'occasion de découvrir Henri Lovenbroek avec son roman Les loups des Cordeliers, que j'avais pas du tout aimé, j'avais abandonné d'ailleurs cette lecture. Et du coup, je n'avais jamais renoué avec l'auteur, donc là c'était vraiment l'occasion grand bien m'en a fait, vraiment, parce que je suis hyper satisfaite de mes lectures, donc très très bien.
Bref, trêve de bavardage, je vous parle, maintenant des histoires en question. Donc, Nous rêvions juste de liberté, c'est l'histoire de Hugo qui est surnommé Bohème. Hugo, c'est un jeune homme qui vit dans une famille un peu, déchirée du fait d'un drame familial qui a eu lieu quand il était, enfant. Suite à ce drame, sa mère est devenue alcoolique, son père est très distant et donc Hugo, il est un peu livré à lui-même. Il va faire sa rentrée dans le lycée privé de Providence et il va rencontrer 3 autres jeunes garçons qui sont eux aussi un peu paumés. Vous avez, Freddy Cerezetto. Freddy Cerezetto, c'est, le fils d'une famille d'immigrés, italiens et ils tiennent un garage donc voilà, ce sont des mécanos, dans cette famille. Vous avez ensuite Alex qui lui est un garçon assez chétif, hypocondriaque, qui est passionné de lecture, c'est un petit rat de bibliothèque on va dire et le dernier c'est Oscar qui est plus communément surnommé le chinois, alors qu'il n'est absolument pas chinois, il est vietnamien et c'est un peu une tête brûlée ce garçon-là. Et donc, ils vont tous les 4 se lier d'amitié, ils vont avoir des relations, très, très fortes entre eux et ils vont faire un peu les 400 coups. Ils vont se passionner pour la moto puisque, la famille de Freddy tient un garage et donc ils retapent des motos, donc ils vont se passionner pour la moto et un jour, ils vont, décider de faire un road trip et parcourir tout le pays, en moto. Donc c'est cette histoire que l'on va suivre dans Nous rêvions juste de liberté. C'est un roman qui est divisé en 3 parties. La première partie, se consacre plutôt à la relation entre les 4 garçons. Donc c'est plutôt, toute leur vie au lycée et tout ce qui va se passer, à Providence en gros. Ensuite la deuxième partie, donc on sort de Providence et on entame le fameux road trip et la troisième partie, c'est, la fin du road trip et la fin de l'histoire. En gros, on en est à peu près là. C'est un roman pour lequel je n'ai pas eu de coup de cœur. Vous allez voir que les 2 livres dont je vous parle, pour moi, ce sont des romans coup de poing. Ce sont des romans qui sont entêtants, qui, laissent une trace immuable dans une vie de lecteur, mais ça ne sont pas des romans coup de cœur parce que pour moi, il m'a manqué un petit truc, il m'a manqué quelque chose. Ça n'empêche que ce sont vraiment des romans, coup de poing, des romans initiatiques dont on se souvient très longtemps. Donc, tout ça pour vous dire que c'est Nous rêvions juste de liberté, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé parce que, on est dans une quête de liberté. Dans une quête de liberté, Bohème, il cherche absolument, à être libre. C'est vraiment ça qui le motive, il veut s'émanciper complètement de sa famille, de Providence, il veut partir à l'aventure, à la découverte et on voit bien que le fait de faire de la moto, c'est ce qui lui apporte cette liberté. Sauf que, il va finir par se brûler les ailes, hein. Clairement, la liberté c'est bien beau, mais il y a pas que enfin, tout est pas tout beau, tout rose dans la liberté. Il va se rendre compte que, forcément dans la vie, il y a quand même des contraintes et que, on est dans une société, que, la société, elle impose des règles et qu'on peut pas faire ce qu'on veut. Et voilà, et donc du coup, c'est un petit peu tout ça que l'on va suivre dans cette histoire. C'est, extrêmement captivant. Alors c'est pas poignant dans le sens où moi j'ai pas eu énormément d'émotions. En fait, je trouvais que l'histoire elle est racontée un peu comme un journal intime, mais il y a pas d'émotion particulière qui se dégage. On a l'impression que Bohème il raconte un peu son histoire, mais de façon assez détachée. Donc il y a pas forcément beaucoup d'émotions, mais ça ne m'a pas forcément dérangée plus que ça. Nous avons été coupés par un petit coup de téléphone. Bref, je reprends le fil de ce que je vous racontais. Donc, Nous rêvions juste de liberté, vraiment très très bonne découverte. Donc, même s'il n'y a pas énormément d'émotions, ça n'empêche que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la première partie que j'ai trouvée hyper intéressante parce qu'on voit vraiment la naissance des relations entre ces 4 garçons et la naissance de l'amitié qu'ils vont avoir. J'ai un peu moins aimé la deuxième partie parce qu'on est quand même sur un road trip où il se passe plein de choses, mais à mon sens peut-être un peu trop. Je pense qu'on aurait pu tailler un peu dans le vif, honnêtement. Il y a quelques passages qui m'ont semblé un peu longs, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est pas un coup de cœur. Et la troisième partie, alors là par contre, la troisième partie, elle m'a bluffée. Je m'attendais absolument pas à cette fin-là, mais après réflexion et avec un peu de recul, je vois pas très bien comment ça aurait pu se finir autrement. C'est surprenant, c'est incroyable, enfin vraiment bravo Henri Lovenbruck pour cette fin parce que ça m'a vraiment laissé pantoise, je m'y attendais absolument pas. Donc ça c'était vraiment très très bien.
Pour vous expliquer un petit peu l'ambiance de ce roman, pour moi, c'est un roman qui est à mi-chemin entre, la série télévisée Sons of Anarchy. Je sais pas si vous connaissez, mais du coup, c'est une série télévisée très violente, sur, tout un gang de motards et donc du coup, ça m'a fait un peu penser à ça. Heu, Vous avez aussi quelques petites, bribes d'inspiration de Requiem for a Dream, le film avec, Jared Leto. Film que personnellement je n'aime pas du tout, mais il y a quand même quelques thématiques qui font penser à Requiem for a Dream. Vous avez aussi pas mal d'inspiration, je trouve, du roman de S.E. Hinton, Outsider, que j'ai lu il y a 4 ou 5 ans de ça maintenant, en 2021. D'ailleurs, je crois que vous pouvez retrouver la chronique de ce roman dans une de mes toutes premières vidéos sur la chaîne. Je crois que c'était dans mon premier update lecture. Et ça avait été un coup de cœur intersidéral, ce roman, j'avais adoré. On est en 1960 aux États-Unis, on est dans une histoire d'affrontement de gangs. C'est un roman très court, ça se dévore, je l'ai lu en très très peu de temps. Et ça a un peu des airs de James Dean, si vous voulez. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper sympa. Si vous ne connaissez pas Outsiders, je vous le recommande, mais à 1000% parce qu'il est excellent. Et donc voilà, pour moi, vous avez un peu d'inspiration de ces trois, enfin ces deux séries, enfin de la série, du film et de ce livre-là, et ça vous donne Nous rêvions juste de liberté, en gros. Donc c'est très bon. Si vous ne connaissez pas Nous rêvions juste de liberté, je ne peux que vous recommander de le lire et de vous faire votre propre opinion, mais je m'attendais pas forcément à aimer autant un roman qui parle de moto, clairement, parce que ça parle de moto, mais ça ne parle pas que de ça. Ça parle de liberté, ça parle de jeunes qui vont se brûler les ailes, ça parle de volonté d'échapper à son quotidien, ça parle de vouloir autre chose de sa vie, en fait, et de prendre un peu sa vie en main, de prendre les rênes, quitte à derrière faire pas forcément les bons choix. Voilà, en gros, ce que je pouvais vous dire sur ce roman. Ensuite, j'ai enchaîné avec Pour ne rien regretter qui se passe du coup quelques années après Nous rêvions juste de liberté. Et donc dans Pour ne rien regretter, on fait la connaissance de Vera qui est entre guillemets la fille spirituelle de Bohème. Et on retrouve également Freddy Cerezetto qu'on avait dans Nous rêvions juste de liberté. Après, c'est les seuls personnages que l'on retrouve, hein, enfin que l'on retrouve. C'est le seul personnage que l'on retrouve, parce que Vera, on ne la voit pas dans Nous rêvions juste de liberté. Et donc Vera, c'est une jeune fille atteinte du trouble d'autisme Asperger et c'est une jeune fille assez particulière qui va mener un combat toute sa vie face à une multinationale, un géant, une multinationale qui s'appelle Goliath et qui fait grandement penser à des géants comme Amazon ou Google dans notre vie de tous les jours. Et en fait, elle va combattre ce géant-là qui va s'installer dans la ville de Providence et qui va contribuer fortement à la déforestation, qui va mettre à mal l'écologie, qui va mettre à mal la santé des habitants de Providence. Et elle va décider de rejoindre un groupe d'opposants à Goliath qui s'appelle le Brasier et elle va mettre en place des opérations coup de poing pour fragiliser ce géant de l'industrie. Euh, et, euh, et c'est vraiment pas mal. Alors c'est un roman qui est un roman initiatique, mais qui est presque dystopique un petit peu, puisque ça nous permet d'avoir une vision plus ou moins futuriste ou tout du moins au conditionnel de ce que pourrait être notre vie et notre planète plus tard. C'est un roman qui parle beaucoup d'écologie, c'est un roman qui parle beaucoup de déforestation, qui parle de tout ça, et c'est hyper intéressant. Je continue, du coup j'ai dû changer de décor, désolée, je vais bien en finir par y arriver, hein, mais du coup, pour ne rien regretter, c'est un roman avec des messages extrêmement forts, extrêmement puissants, qui sont délivrés par une plume incisive. Et c'est vraiment, ouais, c'est une belle surprise aussi, c'est plutôt intéressant. Alors, là où pour le coup, moi, ça n'a pas été un coup de cœur non plus, et je pense quand même que j'ai préféré Nous rêvions juste de liberté, c'est parce que Vera, le personnage principal, est un personnage certes
très inspirant, mais le fait qu'elle soit atteinte d'autisme Asperger fait qu'elle communique de façon assez particulière, assez enfantine, assez malhabile et étant donné que je l'ai écoutée à l'audio, des fois je trouvais que c'était un peu redondant, un peu long et j'avais un peu de mal à suivre en fait. Je pense qu'à l'écrit ça se serait peut-être mieux passé. Alors c'est bien d'un côté parce que ça nous permet d'avoir la vision de l'autisme Asperger et qui est très bien représentée pour le coup. Mais c'est vrai que bon, dans un livre comme ça, c'est pas forcément toujours évident à suivre. Et ça m'a un petit peu, ça a un petit peu mis à mal ma lecture entre guillemets. Et j'ai trouvé également quelques longueurs comme dans Nous rêvions juste de liberté. Parfois, Vera, elle parle et elle digresse comme ça pendant des pages et des pages et bon, je pense qu'on aurait pu, s'en passer un peu ou tout du moins, raccourcir un peu ces passages-là. Donc c'est pour ça que ça n'est pas un coup de cœur, mais ça n'empêche que je ne peux que souligner les messages qui sont passés, je ne peux que souligner l'originalité du texte, l'originalité d'aborder, enfin la façon d'aborder l'écologie, la déforestation, tout ça. Enfin moi j'ai trouvé que c'était vraiment assez novateur et c'est un très bon livre, c'est un très bon livre. Et je ne peux vraiment que vous recommander de lire les 2 livres l'un à la suite de l'autre parce que ça vous donne une immersion totale dans cette ville de Providence. Vous avez Providence version passée, version un petit peu années 60 aux États-Unis, et vous avez Providence version 2050 ou 2060 quand l'écologie en aura pris un gros coup, bon, même si c'est déjà le cas, mais bon, voilà, si quand l'écologie sera complètement ruinée par toutes les multinationales qui peuvent exister. Et j'ai trouvé que c'était très bien fait. Si de votre côté vous avez des recommandations de livres de Henri Lovenbrück pour moi, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que pour le coup, bah, ça m'a vraiment réconciliée avec la plume de l'auteur et j'ai beaucoup aimé écouter ces 2 romans et donc je me dis que bah, pourquoi ne pas continuer à découvrir son œuvre. Alors clairement, je vais mettre de côté sa saga avec Les Loups des Cordeliers parce que celle-là j'avais pas aimé. Mais il y a peut-être d'autres romans qui pourraient m'intéresser et qui sont peut-être plus dans le même style que Nous rêvions juste de liberté et pour ne rien regretter. Donc n'hésitez pas à me donner vos recours. Et pour finir ce carnet de lecture en beauté, je voulais absolument vous parler d'un roman coup de cœur. Pour le coup, c'est mon premier coup de cœur de l'année 2025, donc je suis très contente. Je vous en parle dans ce carnet de lecture parce que c'est un roman qui sort tout juste. Il sort le 6 février, donc là, à l'heure actuelle, on est le mercredi 5 février, donc il sortira demain. Donc vous aurez le carnet de lecture demain, ça tombe bien. Donc, si vous avez envie de vous le procurer, eh bien, vous pourrez le faire dès demain. Il s'agit d'un roman qui est écrit par Delphine Bertholon et qui s'appelle La Baronne perchée. C'est un roman dont je n'avais absolument pas entendu parler, absolument pas entendu parler même dans le cadre de la sortie, enfin de la rentrée littéraire, pardon. Vraiment, je l'ai découvert vraiment par hasard, grâce à Ned Gallet encore une fois, et à la maison d'édition Buchet qui publie ce roman-là. Et ça a été un vrai coup de cœur, j'ai adoré ce roman. Dans ce roman, on fait la connaissance de Billy, une adolescente de 13 ans qui décide de fuguer pour donner une leçon à son père et pour ce faire, elle décide de s'inspirer du roman Le Baron Perché d'Italo Calvino. Et donc, elle s'installe dans une cabane perchée dans un parc d'acrobranche désaffecté et donc elle a préparé des vivres pour plusieurs jours et elle s'installe dans cette cabane. L'objectif étant que son père vienne la chercher. En gros, c'est ça. Son père, c'est Léo. C'est un homme qui s'est retrouvé catapulté dans ce rôle de père sans y être vraiment préparé. Il doit mener de front sa découverte de ce rôle-là et le deuil de Mathilde, sa compagne et la mère de Billy. Et clairement, bah, il galère un petit peu, hein, voilà. C'est un père un peu bourru, qui est pas forcément très aimant, ou en tout cas qui ne le montre pas.
Et en plus de ça, il doit joindre les 2 bouts. La crise du covid a fait qu'il a perdu son job. Il se retrouve à travailler dans une conserverie. Il boit un petit peu trop et c'est un peu compliqué et on se rend compte que, bah, du coup, Billy, elle est un peu livrée à elle-même. Et on se demande dès le début si, cette fugue va permettre bah, de rétablir un peu les relations qu'ils peuvent avoir et va permettre de réparer un peu bah, toutes les années, difficiles qu'ils ont vécues ensemble. C'est un roman très court, mais c'est une véritable, pépite bourrée d'émotions. Moi, j'ai adoré ce roman, je ne m'attendais à rien. Je me suis plongée dedans sans attente particulière et je me suis laissée complètement emporter. J'ai été charmée et j'ai été saisie par l'émotion. J'ai fini, le livre en larmes et c'était, incroyable comme lecture. J'ai adoré. J'ai adoré parce que, c'est un roman qui aborde des thématiques, comme le deuil, l'adolescence, les relations, père-fille, les non-dits, les secrets et l'autrice aborde de façon très subtile et très délicate, les secondes chances et la résilience et c'est un roman qui est très beau. C'est très, très beau, vraiment. C'est très beau et c'est très vrai, tout ce que nous dit l'autrice et ouais, enfin franchement ça a été, une super lecture. Les personnages sont extrêmement attendrissants. Billy, c'est une petite fille très intelligente, qui est livrée à elle-même et qui du coup décide de bousculer un peu son père pour, bah, voilà, pour lui faire comprendre qu'elle est là, qu'elle l'aime et qu'elle, elle a besoin d'être aimée en retour et heu et puis, bah, on sent qu'elle a besoin en fait d'avoir des réponses pour pouvoir, se construire pleinement et pour pouvoir, se sentir entière en fait et tous les non-dits qu'il y a eu, avec son père toutes ces années, bah, ça l'a empêché de se construire pleinement et du coup, bah, on le ressent complètement dans ce roman et c'est incroyablement bien fait. Léo, c'est pareil, même si, vraiment, on n'a pas trop envie de l'apprécier au début parce qu'on se dit: «Bah, en fait, bon, tu laisses un peu ta fille livrée à elle-même, tu vraiment pas terrible comme père». Et bah, ça n'empêche on s'attache énormément à lui parce que, bah, on se rend bien compte que, bah, il fait ce qu'il peut et qu'il est complètement paumé et qu'il a besoin d'aide en fait, que la vie a pas été tendre avec lui et qu'il a besoin d'être aidé, qu'il a besoin d'un petit coup de pouce et ce petit coup de pouce là, bah, mine de rien, c'est Billy qui va lui apporter avec cette fugue et c'est très, très beau. Franchement, c'est très, très beau. C'est un super roman. C'est un livre, saisissant d'émotions. C'est une petite pépite qui nous rappelle que, être parent, c'est pas forcément facile, que c'est pas quelque chose, de simple, que c'est pas quelque chose qui est écrit dans un livre, que, on ne peut pas être un bon parent, en lisant un manuel. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe et ça nous rappelle à quel point, bah, les relations entre parents et enfants peuvent parfois être compliquées. C'est très beau, franchement c'est très beau. Donc je ne vous en dirai pas plus. La seule chose que j'ai envie de vous dire c'est, bah, foncez en librairie, procurez-vous cette petite pépite parce que, je ne l'ai absolument pas vue passer sur les réseaux et je trouve que c'est bien dommage parce que, ça mérite vraiment d'être connu et ça mérite d'être lu parce que, c'est une petite claque ce livre. Voilà, tout simplement. Je m'arrête donc ici pour cette semaine. Je vous reprends bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau carnet de lecture. J'ai deux trois autres vidéos thématiques à vous tourner que je vous publierai, je pense, courant février et courant du mois de mars. Mais j'en reste là pour cette semaine. J'espère que vous aurez noté quelques recommandations de lecture. J'espère que certains livres dont je vous ai parlé vous donneront envie. Et dites-moi ce que vous lisez vous en ce moment. J'ai noté pas mal de recommandations que vous m'avez faites sur les dernières vidéos que j'ai postées. Donc ça c'est chouette parce que ma wishlist s'allonge grâce à vous, clairement. Euh, Ma carte bleue ne vous remercie pas. Mais moi je suis très contente parce que ma wishlist elle s'allonge, elle s'allonge, elle s'allonge et je découvre des romans dont j'avais jamais entendu parler. Donc merci à vous pour toutes vos recommandations livresques que vous me laissez en commentaire parce que c'est top, c'est top, c'est top.
Bref, je divague, je me disperse un peu trop là. Je vous laisse ici et je vous souhaite une très belle fin de semaine et un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!